Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et comme toujours pour le meilleur des cas. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances, mais surtout en vous y abonnant autant en masse pour y être informé en toute primeur. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois et parmi vous. Cette 107e vidéo maintenant vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion désormais à chaque fois entre nous. Et le CQFD de votre Bled Maralibia se consacre entre autres à tous ces événements relatifs à cette Afrique du Nord qui nous intéresse tant, et plus particulièrement en ces moments pénibles pour cette Algérie qui ne peut y échapper puisque la presse au service de ce même pouvoir ne parle ni des centaines de morts par jour, ni de la pénurie d'oxygène. Et à cause de la coupure d'eau, tout simplement, les Algériennes et les Algériens défèquent dans des sacs en plastique, mais oui, dans des sacs en plastique. Alors, dans d'autres sphères, par exemple à l'Union africaine, ce commissaire à la paix et sécurité fait toute l'impasse sur le Sahara marocain lors de sa réunion avec ce pseudo-ministre justement des Affaires étrangères algérien. Cependant, sur les traces de son ex-ministre des Affaires étrangères aussi, le chef de gouvernement espagnol actuel, mais sa confiance en la, entre guillemets, cette discrétion pour, soi-disant, tourner la page des tensions avec le Maroc. Une approche que l'opposition conteste et ne partage pas et exige des résultats concrets, alors que ce Premier ministre ibérique, tout en insistant sur la discrétion, aurait-il vraiment saisi les messages de Rabat? On en doute. Et évidemment, comme on s'y attendait, sans surprise, en Espagne et partout ailleurs, donc tout le monde s'y attendait. La plainte pour génocide contre ce soi-disant chef du Polisario est classée purement et simplement sans suite et donc sans outre surprise. Mais apparemment, on ne peut pas ne pas évoquer ce domino diplomatique marocain dont on pourrait tous se demander légitimement quelles sont les raisons de l'échec des tentatives espagnoles, françaises, allemandes, voire même européennes, de déstabilisation fomentée contre le Maroc. Un gros point d'interrogation. Sachant tout de même aussi dans ce méga cafardage dénommé Pegasus,
Pegasus, l'enquête judiciaire confirme les preuves techniques de l'espionnage. Après ce petit avant-propos, intéressons-nous maintenant, si vous le voulez bien, à cette Algérie où la presse, au service du pouvoir, ne parle ni des centaines de morts par jour, vous avez bien entendu, des centaines de morts par jour, et ni non plus de pénurie d'oxygène. Quant au manque de vaccins, les autorités font croire que ce sont les Algériens même qui ne veulent pas se faire vacciner. Bizarre, non? C'est très officiellement que l'autorité de régulation de l'audiovisuel, cette ARAV, A-R-A-V, a prié les médias de s'acquitter de leur mission envers les téléspectateurs, en évitant de se concentrer excessivement sur les nouvelles négatives et les histoires tragiques liées à la contamination au Covid-19. Toujours dans le même document, le gendarme de l'audiovisuel demande aux responsables des chaînes et des informations d'éviter la dramatisation et l'effroi dans les discours. Tiens, ça nous rappelle quelque chose, ou quelqu'un plutôt, un certain Joseph Goebbels, le fameux ministre chargé de la propagande nazie, n'aurait sans doute pas mieux fait. Et on ne peut faire plus fidèle encore à la tradition de propagande inspirée par des régimes staliniens. Et pour justifier le fait d'inviter les médias à se détourner de la réalité, cette ARAV, donc A-R-A-V, autorité de régulation de l'audiovisuel tout de même, estime que pareilles informations sèment, entre guillemets, la crainte, la hantise et le désespoir au sein de la société. Et la situation devient encore plus difficile à traiter. Selon cet arabe, les médias doivent faire preuve de pondération dans la couverture et d'exactitude dans la diffusion des informations ou des images, surtout si les réseaux sociaux constituent une source principale d'information. Et de plus, on peut y rajouter autant qu'on en veut, surtout à cause de la coupure d'eau. Les Algériens défèquent, oui, vous avez entendu, bien entendu, les Algériens défèquent dans des sacs en plastique, puisque l'Algérie connaît ces dernières années, notamment durant l'été, le phénomène de coupure d'eau répétée dans de nombreuses régions du pays. Les wilayas du sud sont parmi les régions qui souffrent le plus de cette crise en raison des températures élevées qui règnent à plus de 45 degrés centigrades. Paradoxalement, même les zones qui contiennent des réserves d'eau stratégiques, dans les régions du nord-ouest par exemple, telles que la capitale, souffrent également de cette crise, ce qui fait souffrir aussi des dizaines de milliers d'Algériens et d'Algériennes d'une pénurie de douches ou le manque d'eau
en déféquant dans les toilettes, ce qui a poussé de nombreux Algériens à utiliser des sacs en plastique. Un manque d'eau, une pénurie de prendre des douches, tout simplement. Donc des Algériens d'une pénurie de douches ou de manque d'eau. Et donc, ces Algériens défèquent en utilisant des sacs en plastique. Nous sommes finalement à quelle époque? Ne sommes-nous pas en 2021? Et ceci n'est-il pas un affront à la dignité, la santé et le bien-être de l'homme, de l'être humain, surtout pour le genre féminin? La défécation dans des sacs en plastique est aussi un risque pour la santé publique. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, 1 gramme de déjection peut contenir 10 millions de virus. Oui, vous avez entendu, 10 millions de virus, 1 million de bactéries, 1000 kystes de parasites. Les mauvaises pratiques d'assainissement et d'hygiène, par exemple. Ne pas se laver les mains avec du savon après défécation et avant de manger, par exemple, cause plus de 800 000 décès par la diarrhée chaque année, comme le montrent les rapports de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Et ce nombre dépasse le nombre de personnes qui meurent du paludisme chaque année. Donc, si les Algériens, les Algériennes continuent à déféquer dans des sacs en plastique et les jettent dans la rue, vous avez bien entendu, jeter dans la rue, cela peut conduire à l'émergence d'un virus qui sera plus dangereux encore que le coronavirus. Et pendant ce temps, à l'Union africaine, le commissaire à la paix et sécurité fait l'impasse sur la question du Sahara marocain lors de sa réunion justement avec ce pseudo-ministre des Affaires étrangères algérien, ce Ramtan Lamamra. En effet, depuis mercredi dernier, le ministre algérien des Affaires étrangères était en Éthiopie et officiellement la visite était placée dans le cadre d'une, entre guillemets de nouveau, médiation algérienne entre les protagonistes dans le conflit du barrage de la Renaissance, Ennahda, à savoir Addis Abeba, Khartoum et le Caire. Alors que ce Ramtan Lamamra devrait se préoccuper d'une médiation plutôt à l'intérieur de son pays. Et à l'Union européenne, donc en rencontrant ce commissaire, ce Ramtan Lamamra a saisi son bref séjour à la capitale éthiopienne, le siège donc de l'Union africaine, pour se réunir avec le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, ce Nigérian Bankole Adeoye.
déclarant ainsi: nous avons passé en revue les principaux conflits et crises dans le continent, ainsi que les perspectives de leur règlement, a écrit la Mamra sur Twitter. Vous avez bien entendu, ils ont passé en revue les principaux conflits et crises dans le continent, comme s'il n'y avait pas de conflit ni de crise en Algérie. L'entretien a été l'occasion pour ce pseudo-chef de la diplomatie algérienne, on ouvre de nouveau les guillemets rapidement, réitérer le soutien et la disposition de cette Algérie qui est en crise de partout à contribuer efficacement au renforcement, dit-il, des efforts pour relever les différents défis et consacrer le principe de solution africaine aux problèmes africains, a-t-il ajouté, comme s'il n'y avait pas non plus de problème en Algérie. Et il ira résoudre les problèmes partout en Afrique. Si cela, Mamra n'a pas décidément détaillé la nature des conflits abordés avec Adéoï, ce Adéoï en a donné la liste en déclarant: nous avons discuté d'un éventail de situations politiques et sécuritaires en Afrique, de la Libye au Sahel, en passant par le Mozambique et les perspectives de leur règlement, ce qui a été ensuite précisé toujours sur Twitter. Le Nigérian a une nouvelle fois évité de mentionner la question du Sahara marocain. Depuis sa prise de fonction en mars dernier, Bankole Adeoye tient à ignorer, du moins publiquement, le différend territorial lors de ses réunions avec des officiels algériens. En témoigne sa rencontre du 16 avril 2021 avec l'ambassadeur algérien en Éthiopie, ce Saleh El-Hamdi. Alors qu'en ce qui concerne le différend entre le Maroc et l'Espagne cette fois-ci, tout en insistant sur la discrétion, entre guillemets, ce Pedro Sanchez, ce chef du gouvernement espagnol, a-t-il vraiment saisi les messages de Rabat? On en doute tout de même. La crise ouverte entre le Maroc et l'Espagne a passé le cap symbolique des 100 jours, plus de 3 mois donc, et les espoirs en une reprise rapide des relations, notamment après le départ de cette Arantxa González Laya du ministère des Affaires étrangères, commencent maintenant tout doucement à s'estomper. Un sujet qui préoccupe la classe politique et les médias ibériques. Et ce jeudi 29 juillet dernier, Pedro Sanchez a présenté sa recette pour un retour à la normale avec Rabat. Et lors d'un point de presse, il a préconisé essentiellement la discrétion pour régler les différends avec un partenaire stratégique. Le chef du gouvernement espagnol s'est montré très prudent en répondant aux questions des journalistes sur ce sujet, évitant de parler de progrès. Et ce Sanchez a seulement réitéré sa confiance en la discrétion, toujours la discrétion, comme unique voie devant mener à la réconciliation avec Rabat. Et donc, ce jeudi dernier, il n'a pas laissé l'occasion passer non plus
sans couvrir d'éloges le royaume marocain. Et comme je l'ai dit à maintes reprises, le Maroc est évidemment un partenaire stratégique pour notre pays, a-t-il rapporté et rapporté en même temps par l'agence EFE. Alors que le PP, donc ce parti populaire de droite, exige des résultats concrets et non des paroles, puisqu'en insistant sur cette discrétion, tout le temps cette discrétion, ce chef du gouvernement espagnol semble tirer les leçons de l'emballement de son nouveau ministre des Affaires étrangères, ce José Manuel Álvarez. En effet, le 15 juillet dernier, ce même José Manuel Álvarez confiait au président du gouvernement local de l'enclave occupée qu'est Melilla, Eduardo de Castro, que les négociations en vue d'une reprise des relations avec le Maroc sont sur la bonne voie. Et la réponse de Rabat à cette sortie ne s'est pas fait attendre, puisque le 19 juillet dernier, des sources diplomatiques marocaines affirment dans des déclarations à la raison, cette fois-ci, que le Maroc n'est pas encore prêt à tourner rapidement la page des tensions, expliquant qu'au préalable, plusieurs points doivent être discutés et des éclaircissements apportés sur la véritable cause de la crise diplomatique, à savoir les conditions tout simplement de l'accueil de l'hospitalisation de ce Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Batouche, en Espagne. Et les mêmes sources révélaient également que le Maroc n'envisage pas un retour immédiat de son ambassadrice Karima Ben Aïch, rappelons-le, pour consultation le 18 mai dernier. Un message que le nouveau chef de la diplomatie a parfaitement saisi. Et le 22 juillet dernier, José Manuel Álvarez annonçait aux médias que son premier voyage officiel ne sera pas réservé à Rabat, comme s'attendaient des milieux politiques et économiques à Madrid, mais à Londres pour discuter avec son homologue britannique la question de Gibraltar. Un autre caillou dans la chaussure. La discrétion que prône aujourd'hui Pedro Sánchez a été adoptée par l'ancienne ministre des Affaires étrangères qui était cette Arantxa González Laya, puisqu'elle avait plaidé dans une interview accordée le 15 juin déjà dernier à la radio Cadena Ser pour la discrétion et la prudence pour instaurer la confiance avec le Maroc. Une approche que le PP, le Parti populaire, chef de file de l'opposition, ne partage pas, puisque la formation de droite exige désormais des résultats concrets. Et avec un voisin stratégique comme le Maroc, il faut aborder, selon ce PP, des questions clés comme l'immigration ou la collaboration sécuritaire, par exemple. Les problèmes de cette nature ne peuvent pas attendre jusqu'à septembre prochain, a insisté dans des déclarations à l'agence Europa Press, la porte-parole du PP à la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants, cette Valentina Martínez Ferro. Si l'ami Maroc est fondamental, nous espérions que ce José Manuel Álvarez se mettrait au travail de suite
dès la première semaine, mais il n'a rien fait, a-t-elle constaté. Alors que dans cette même Espagne, et comme tout le monde s'y attendait, sans surprise aucune, la plainte pour génocide contre ce Brahim Ghali, dit Mohamed Ben Battouche, est classée sans suite. Et donc, par conséquent, sans outre surprise, donc la justice espagnole a classé tout simplement ce jeudi dernier l'affaire de génocide où le chef des milices du Polisario, ce Brahim Ghali, qui est passé sous les mailles du filet et a été pourtant mis en cause sur la base d'une plainte. Les charges ont été abandonnées dans le cadre de ce procès pour, semble-t-il, manque de preuves. Et le juge de la Cour nationale espagnole, ce Santiago Pedraz, a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer l'accusation. Et il a aussi déclaré que le délai, surtout le délai de prescription de 20 ans, avait expiré pour les crimes commis entre 1975 et 1990. Alors que l'association sahraoui pour la défense des droits de l'homme avait porté plainte contre ce Brahim Ghali, justement, pour crime de génocide en relation avec des actes de torture commis contre des Sahraouis. Mais pour le parquet espagnol, il existerait une insuffisance manifeste, entre guillemets, de preuves selon Europa Press. Et cette association sahraoui pour la défense des droits de l'homme a dénoncé que des agents du front, dont ce Ghali lui-même à l'époque, ainsi que des cadres de la sécurité algérienne cette fois-ci, avaient bel et bien commis de nombreux abus susceptibles d'être qualifiés de torture, voire de crimes contre l'humanité. Et selon cette ONG, ces exactions ont eu lieu dans les camps de Tindouf. Dans le cadre de cette affaire, ce Brahim Ghali, alias donc Ben Battouche, a été entendu par la justice espagnole en visioconférence depuis l'hôpital de Logroño, où le chef séparatiste était soigné après son infection au nouveau coronavirus. Son accueil en catimini, donc en cachette sur le sol espagnol, rappelons-le tout de même, dans une irrégularité totale, complète, depuis avril dernier, a été tout de même la goutte qui a fait déborder le vase de la crise diplomatique entre l'Espagne et le Maroc, puisque Rabat a reproché à juste titre à son voisin ibérique d'avoir pris connaissance de ce séjour hospitalier tout en le passant volontairement sous silence radio. Et que cela ne tienne, car selon notre notaire attitré de Rabat, ce Mohamed Lezraq, comment expliquer cette puissance politique ainsi que cette rigueur diplomatique marocaine? Et pour Mohamed Lezraq, beaucoup d'entre nous supposent que l'une des raisons revient à cette nouvelle équipe diplomatique marocaine qui a changé de méthode et de comportement relationnel avec les pays européens en s'appuyant sur une exigence de rapports équilibrés. D'autres affirmeront que l'intelligentsia marocaine assure parfaitement son rôle de coordination avec son ministère des Affaires étrangères pour dessiner une politique extérieure assise sur l'intransigeance face aux stratégies européennes insidieuses, souligne-t-il. Et il ne faut pas se tromper à ce sujet. Le Maroc
dispose aujourd'hui de l'un des plus puissants bureaux de renseignement dans le monde. Et d'autres diront enfin que c'est la nouvelle dynamique du savoir-faire africain et européen qui a permis une telle assurance dans les positions de ce Maroc face aux velléités des puissances étrangères. Et toujours pour Mohamed Izrak, il répond par l'affirmatif, puisque cette nouvelle tendance diplomatique marocaine est un tout indissociable d'éléments structurels et techniques qui ont permis cette agressivité marocaine dans sa politique internationale. Mais cela ne lui paraît pas suffisant pour expliquer une telle fermeté et obstination de cette diplomatie. Et il pense sincèrement que le Maroc dispose d'un soutien étranger très fort qui l'aide à repousser toutes ces offensives européennes. Car il lui paraît improbable qu'il puisse à lui seul se dresser contre 3 des plus grands pays européens, sans avoir derrière lui une puissance étrangère qui le soutient et le maintient là où elle veut qu'il soit. Et là, il pense justement aux États-Unis d'Amérique. Or, pour mieux comprendre cette conclusion, revenons-en d'abord au litige Maroc-espagnol, détaillé un tout petit peu auparavant. Le Maroc a non seulement tenu tête à ce pays en rappelant son ambassadrice à Madrid, mais il s'est même offert le luxe de lui infliger des sanctions économiques. Et quel a été le revers espagnol? Huelo, rien, nothing, niet, ou plutôt nada. L'Espagne a même essayé de faire voter des sanctions européennes contre le Maroc, mais en vain. Et souvenez-vous aussi que le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, s'est vu refuser plusieurs appels téléphoniques ou entretiens avec le président américain Joe Biden sur la décision du président. Entretien donc avec le président américain Joe Biden visant à le faire revenir sur la décision du président Donald Trump concernant la marocanité du Sahara. Et voilà déjà un sérieux indice de l'implication effective de cet oncle Sam dans cette affaire que le Maroc a largement, disons-le, gagné contre cette Espagne. Et rappelons-nous ensuite de la démarche allemande visant à réunir le Conseil de sécurité de l'ONU, des Nations Unies, pour débattre de la décision américaine sur la question du Sahara marocain, justement. Là aussi, l'Allemagne n'a rien obtenu, bien au contraire. Lors de la réunion du Conseil de sécurité le 20 décembre 2020, consacrée à cette question, et alors que les pays européens s'attendaient à un retrait de la décision du président Donald Trump sur la marocanité du Sahara. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies, donc à l'ONU, Kelly Craft, transmet ainsi une copie de la proclamation de Donald Trump sur le Sahara marocain au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et au Conseil de sécurité. Par la suite,
c'est le Maroc qui rappellera son ambassadeur à Berlin pour consultation et qui interdira toute aide financière allemande aux organismes non étatiques marocains. Il semble donc évident à ce sujet que l'appui américain lors de cette réunion du Conseil de sécurité était sans embâche. Mieux encore, quelques mois plus tard, l'Allemagne allait abriter une réunion sur le conflit libyen à laquelle le Maroc, sous pression américaine, est royalement invité. Celui-ci, donc ce Maroc, ne décline pas, mais n'y assiste pas non plus, purement et simplement. Alors que 48 heures après, le chef de la diplomatie marocaine recevait les responsables libyens et déclarait que la solution au problème libyen, justement, ne trouvera point son issue à Berlin. Et là aussi, l'appui marocain aux actions marocaines, donc l'appui américain aux actions marocaines, est indéniablement clair et sans équivoque. La France, pendant ce temps, hésite entre agir ou patienter contre cette vitalité diplomatique marocaine qui s'est clairement alignée sur le profil américain. Et elle finit donc par perdre patience en créant une affaire de toutes pièces sous cette appellation de Pegasus. Et cette démarche avait pour but de déstabiliser la rigidité diplomatique marocaine. Les signaux étaient pourtant bien clairs, puisque les médias ayant relayé cette affaire sont d'obédience gouvernementale. Autrement dit, sans aller très loin, c'est l'Élysée qui a probablement commandé cette acrobatie médiatique dans le but de ternir l'image du Maroc et le pousser vers des négociations directes avec les responsables français. Mais là aussi, il n'a fallu que 48 heures pour que le gouvernement français rebrousse chemin et avoue que le programme Pegasus n'est pas celui qui a été utilisé pour espionner le président français ou les autres personnalités françaises. Mieux encore, il déclare aussi que le royaume marocain n'a jamais commandé ni acheté un tel programme de cafardage. Or, pour changer d'avis aussi rapidement, il ne peut y avoir que deux options possibles. Soit que le Maroc est devenu effectivement une puissance persuasive mondiale, à l'image peut-être, n'exagérons rien, de la Corée du Nord, capable de repousser tout genre de pressions étrangères, soit que c'est la puissance américaine cette fois-ci qui utilise ses canaux de diplomates et de renseignement pour défendre son allié marocain. Mais alors, pourquoi ces États-Unis voudraient-ils faire du Maroc un pays fort, stable et intouchable? La réponse qui paraît être la plus logique est celle de l'accord signé entre justement le Maroc, les États-Unis et Israël. Et à ce sujet, ce n'est nullement un simple deal, donc un échange, qui a pour but de jeter les bases d'une amitié superficielle. Et il faut croire profondément que c'est un accord ancré dans une politique trilatérale qui va marquer l'histoire. Mais là aussi, il ne faut pas croire que les Américains marchent au gré du vent, car en relations internationales,
et on ne le répétera jamais assez, il n'y a que les intérêts qui priment. Effectivement, il y a donc nécessairement un intérêt vital pour les États-Unis qui a poussé Donald Trump à initier un tel accord. Et pour mieux comprendre, il faut penser à ce monde, vraiment à ce monde tropique, car cela paraît être la seule raison plausible qui puisse amener les Américains à faire du Maroc un allié stratégique. Donc ces Américains, ces Yankees, ont donc besoin du cobalt, du tellure, du lithium, etc., etc., dont regorge le monde tropique. Mais ils ont aussi besoin, surtout, d'un escalier roulant vers cette Afrique. Et le Maroc semble donc être un bon cheval de course sur lequel les Américains et les Israéliens ont misé gros, sans oublier ces Anglais, eux aussi, ont constaté les atouts de ce pur sang berbéro-arabe. C'est la raison pour laquelle ils se sentent empressés de conclure des accords économiques et commerciaux avec le royaume marocain. Or, ces English, ces Britanniques, Power, English Power, pouvaient tout simplement faire jouer leur machine à pression pour obtenir du Maroc l'exploitation exclusive de ce mont sans en faire carrément un allié incontournable dans la région d'Afrique du Nord. Et il faut aussi penser que c'est là où se justifie royalement la clairvoyance du monarque marocain. En effet, Mohamed VI est un fin stratège dans des relations internationales et particulièrement cette affaire, puisqu'il a su amener les Américains vers une alliance où l'équilibre des positions est un facteur de coopération, disons-le tout simplement. Et pour bien comprendre le génie du roi, il faut imaginer les relations internationales sous forme de constellations célestes où la loi de gravité et d'attraction doivent être minutieusement respectées, auquel cas c'est tout l'édifice qui se désintègre. La stratégie consiste à calculer et à placer chaque étoile, c'est-à-dire chaque état, dans un endroit bien déterminé et à des distances bien précises pour permettre des rotations saines et équilibrées. Et en relation internationale, c'est le cas, pour ne pas dire c'est le principe de la maîtrise d'influence avec les pays étrangers, car face à la gestion d'intérêts multiples, il y a toujours un facteur influence qui permet de réguler leur flux. Comme les relations internationales s'exercent dans un cadre géographique, géopolitique, l'élément situation par rapport à un périmètre spatial revêt une dimension capitale. Et le génie royal, justement, consiste ainsi à gérer ces flux d'intérêts en fonction de la puissance d'attraction et de pression de chaque puissance par rapport à celle du royaume marocain. Il faut donc se rappeler de ses voyages en Russie et en Chine. Et c'est ce qui lui avait permis de signer avec ces méga puissances des accords de partenariat bilatéraux. Il a pu créer de cette manière ce que l'on appelle en relations internationales les bases d'un équilibre stratégique régional. Autrement dit, en mettant sur la même piste de course plusieurs chevaux émérites, on finit
inéluctablement par avoir une bonne course. Et les Américains n'allaient certainement pas laisser les Chinois et les Russes s'emparer d'un tel trésor, alors que son propriétaire est un ami historique du pays de l'oncle Sam, sachant pertinemment aussi que le président Donald Trump n'était pas de ceux qui allaient laisser passer une aussi bonne affaire sans la saisir. Et il ne faut pas se tromper non plus sur le contenu de ce deal, de cet échange maroco-américain. Le royaume est une pièce maîtresse pour le développement de l'industrie automobile et électronique américaine dans le monde durant les années à venir. Il faudra à chaque fois le répéter désormais. Mais c'est aussi un cartilage vital pour la course vers l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle l'Europe devra se contenter dorénavant de ce que décidera le Maroc en parfait accord avec ses nouveaux alliés, les États-Unis d'Amérique, Israël et bientôt certainement la Grande-Bretagne. Mais malgré tout cela, il revient tout de même dans ce dossier dit Pegasus, dont l'enquête judiciaire vient de confirmer les preuves techniques de cet espionnage. En effet, l'enquête préliminaire ouverte après la plainte contre X déposée par Mediapart en réaction à son espionnage supposé par le Maroc avec le logiciel Pegasus a commencé à Paris avec l'audition par la police judiciaire de deux journalistes de la rédaction, Lénaïque Brodou et Edoui Plenel. Les vérifications techniques qui ont eu lieu pendant cette audition ont confirmé, rapporte Mediapart lui-même, et les preuves avancées par l'enquête de Forbidden Stories et de Security Lab d'Amnesty International a également avancé qu'avançait également le Monde, à savoir l'infection des téléphones par le logiciel espion Pegasus, produit par NSO Group, cette société israélienne. Les auditions ont eu lieu au siège de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI, ANSI, rattaché au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, responsable de la sécurité des systèmes d'information. Et les policiers de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, cette OCLCTIC, ont pu déterminer par leur protocole de la présence de traces d'intrusion par Pegasus sur les téléphones présentés par les deux journalistes. Les auditions, qui n'ont pas encore permis d'incriminer le Royaume du Maroc comme commanditaire de l'infection, interviennent le lendemain de l'annonce de la citation directe pour diffamation déposée par l'avocat du Royaume marocain, Maître Olivier Baratelli, contre le journal Le Monde et Mediapart. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette longue entrevue contre notre volonté, mais les faits d'actualité sont ce qu'ils sont. Donc, il nous faut vous les transmettre tels qu'ils sont. Et donc, nous prenons congé de vous et nous refermons la séquence d'aujourd'hui tout en espérant vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude à travers votre Ce qui fait débat ou ce qui fait tout simplement discussion
entre nous à chacune de nos rencontres, évidemment. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Et surtout, de votre patience et de nous écouter jusqu'au bout malgré les longueurs de ces séquences. Mais ne nous oubliez pas, en nous aidant réciproquement, mutuellement et surtout en aidant votre chaîne Bled Maghariba, en vous y abonnant en masse et afin d'être informé rapidement et en primeur et surtout, n'hésitez pas, mais vraiment n'hésitez pas à partager autour de vous et partout où vous êtes les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.